Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce mercredi 9 décembre, la corruption sous toutes ses formes. Cette journée est consacrée à la lutte contre ce phénomène qui s'appelle les institutions démocratiques, gangrène les milieux sociaux, politiques et économiques. Des solutions préconisées par des citoyens sénégalais, c'est à suivre. La pêche artisanale en voie de modernisation. Le ministre de la Pêche a réceptionné un premier lot de pirogues en fibre de verre. 38 pirogues au total déjà réparties dans les 38 locaux de pêche artisanale. 4 milliards de francs CFA investis pour mieux gérer l'énergie à Diourbel. L'annonce est du directeur de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. Un projet qui vise à réduire les disparités sociales entre les différentes régions du Sénégal. Et nous sommes mercredi, une nouvelle découverte dans ce 1945. Cette fois, nous irons juste à côté à la sortie de Dakar. Diamniadio, une commune carrefour qui se développe à une vitesse fulgurante. C'est l'attraction du moment et Babacar Seck nous fera découvrir. D'abord, la matinée a été longue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. De nouveaux affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre et étudiants. Outre le paiement des bourses, les étudiants réclamaient la libération de 5 de leurs camarades arrêtés lors d'une précédente manifestation. La circulation est restée bloquée sur l'avenue Cheikh Anta Diop des heures durant. Ce mercredi 9 décembre est célébrée la journée internationale de lutte contre la corruption, un phénomène social, politique et économique complexe qui touche tous les pays du monde. La corruption ralentit le développement et les Sénégalais que nous avons interrogés sur la question en sont conscients. À Ouachao, reportage. La corruption, une réalité au Sénégal, le pays reste mauvais élève sur l'indice de perception de la corruption. Depuis 2016, il stagne 45 sur 100. Les Sénégalais que nous avons rencontrés déplorent cette situation et espèrent un changement. La corruption doit être éradiquée au Sénégal. Les Sénégalais doivent être satisfaits de leur gagne-pain et ne doivent pas se laisser berner. Nous sommes dans un pays très difficile à vivre, mais si tu ne fais pas attention, tu pourrais te cogner droit dans le mur. N'engendre pas à nos futurs, à nos progénitures. Essayer de faire de telle sorte que nos futurs, nos enfants, tout ça, et tous ces gens-là qui poussent ne s'en prennent pas à la corruption. Éradiquer le phénomène de la corruption n'est pas chose aisée, mais les Sénégalais estiment que c'est possible. Comme je vous avais dit tout à l'heure, éradiquer cela, ça ne sera pas si facile. Ça va nous prendre autant de décennies pour cela, parce que la corruption date de très longtemps, de Mathusalem. Donc je ne pense pas que ce sera demain la veille. Je ne pense pas que le gouvernement pourrait éradiquer ce fléau, mais c'est plutôt aux Sénégalais de faire preuve de maturité et d'essayer de tout faire pour y mettre fin. La journée mondiale de la corruption est célébrée partout dans le monde. Le phénomène continue de préoccuper les Sénégalais. Ils demandent tous un changement de comportement pour lutter contre la corruption qui gangrène notre société. La douane sénégalaise a incinéré ce mercredi des stupéfiants, plus de 900 kg de cocaïne et près de 5 tonnes de hashish, une autre forme de cannabis. À noter également que ces saisies sont en baisse comparées aux années précédentes. Et nous allons tout de suite écouter les explications du colonel Babacar Mbaye, directeur régional des douanes du port. Donc c'est des saisies très importantes qui ont été procédées par la Marine nationale à hauteur de 750 kg, que la douane a bien voulu faire dont la douane a bien voulu faire la procédure, qu'elle a gardée jusqu'à maintenant et elle procède
sous l'autorité du juge qui a permis cette opération de détruire aujourd'hui. Également, c'est 5138 kg, 5 tonnes 138 de hashish, d'une valeur également de 45 milliards à peu près. Pour la cocaïne, c'est une valeur de 72 milliards. Il y a également des saisies de la douane à hauteur de 167 milliards, 164 kg également, qu'aujourd'hui on est venu détruire ici au niveau des ciments du Sahel. Donc la valeur globale de ces saisies va aux alentours de 120 milliards, ce qui démontre que quand même c'est un trafic assez puissant. Entre 2019 et 2020, déjà en termes de saisie de cocaïne seulement, l'administration des douanes a fait des saisies de l'ordre de 2 tonnes, quasiment, en 2019. Cette année-ci, on a fait peut-être moins de saisies. Il y a eu l'effet Covid-19 peut-être, parce que les frontières, le mouvement des marchandises, le mouvement des personnes a été quand même contraint de se limiter dans ce temps-ci. Mais n'empêche, c'est des trafics qui sont là. Il fait partie de nos missions quand même de lutter contre ces trafics-là, et je pense que nous nous donnerons les moyens de lutter activement pour quand même protéger nos populations. Parlons maintenant de sécurité en mer. Depuis 2019, le Sénégal s'est lancé dans un processus de fabrication de pirogues en fibre de verre. Moins de consommation de carburant, plus de garanties de sécurité. Un premier lot de 38 pirogues a été remis au ministre de la Pêche, Nancy Diop Diouf était présente. Le Sénégal vient de franchir un pas important dans la modernisation de la pêche artisanale. Avec ce don de la CFAO de 38 embarcations en fibre de verre, la pêche artisanale sera considérablement améliorée. Monsieur le directeur général de la CFAO, en faisant ce don de 38 embarcations en fibre de verre pour équiper les CLPA, vous vous insérez subtilement dans les 3 domaines cités supra. Cet appui conséquent de 38 embarcations va considérablement faciliter les recherches en mer des pirogues en détresse, mais également participer de façon significative à cette surveillance et à la protection de nos ressources. En effet, la nouvelle gouvernance du secteur, réputée inclusive, place les acteurs au cœur du processus. Le Jaraaf a parlé tout à l'heure d'écouter les pêcheurs et les artisans. C'est une politique phare de ce gouvernement, et la plus grande de ces illustrations est justement la création de ces CLPA. Des pirogues en fibre de verre qui vont augmenter les revenus des pêcheurs. Ces embarcations consomment moins de carburant que les pirogues en bois. Mieux, elles sont insubmersibles. Je voudrais m'arrêter sur la nature du don pour rappeler l'intérêt de mon département d'accélérer le programme de remplacement des pirogues en bois par des embarcations en fibre de verre, sans avoir besoin de revenir sur l'importance de ce programme, maintes fois justifié du point de vue environnemental et de la sécurité en mer. Il me plaît de souligner le gain hautement stratégique de l'amélioration des revenus des pêcheurs qu'il permettra. En effet, la réduction des pertes post-capture et la meilleure valorisation des captures par la qualité de la conservation à bord militent véritablement pour la promotion de ces changements. C'est pourquoi j'engage la CIR et l'ensemble des acteurs impliqués à mener les diligences nécessaires au développement de leur production quantitative, leur accessibilité et leur commercialisation convenable. Rappelons que l'usine de fabrication de pirogues en fibre de verre a été inaugurée le 29 janvier 2019 par l'ancien ministre de la Pêche et de l'économie maritime Omar Gueye. C'est dans l'optique du remplacement des pirogues en bois, un projet du chef de l'État Macky Sall.
Et Nancy Diouf, dans plusieurs localités du pays, l'éclairage public est encore un luxe, ce qui creuse davantage les disparités. Et l'État compte investir 4 milliards de francs CFA dans la gestion de l'énergie à Diourbel. Correspondance sur place, Goran Aklo, Tchernofaï. Réduire les dépenses de l'électricité, mais également améliorer l'efficacité énergétique de l'éclairage public, objectif majeur de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie qui s'est réunie à Diourbel pour accompagner la population de la capitale du Bawal. Saher Diop dévoile les ambitions de l'AME. Une des ambitions du plan Sénégal émergent est-elle de fournir une électricité en quantité suffisante, fiable et abordable pour les populations. À ce titre, la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la maîtrise de la demande constitue un des leviers phares du plan de relance du secteur de l'électricité. Par cette approche, le gouvernement vise, entre autres objectifs, la réduction de la facture d'électricité entre 10 et 15%. Le directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie d'ajouter que plus de 4 milliards de francs CFA ont été économisés par l'État du Sénégal, un résultat dû à l'engagement de l'AME. D'ores et déjà, les actions d'efficacité énergétique mises en œuvre par l'AME sur ces dernières années ont permis de réaliser des économies financières de l'ordre de 4,5 milliards de francs CFA pour l'État sur ces 4 dernières années. En 2019, rien que sur la correction des anomalies de facturation, par exemple la modification des puissances souscrites, l'AME a fait économiser 988 millions de francs CFA à l'État du Sénégal. Sous un autre angle, les 198 000 lampes LED diffusées depuis 2015 ont permis de réaliser des économies de 4,475 milliards de francs CFA à fin octobre 2020. En comité régional de développement à Diourbel, l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie entend mettre en place un programme d'information, de communication et de sensibilisation auprès des professionnels et du grand public. Autre point fort de l'actualité de ce mercredi, la campagne nationale de vulgarisation du plan d'aménagement et de développement territorial se poursuit à l'intérieur du pays. Saint-Louis a accueilli la délégation du ministre des collectivités territoriales. Au cœur de cette visite de travail, les litiges fonciers dans la capitale du Nord. Et voici nos correspondants à Damassar, chez Rougaï. La région de Saint-Louis dispose d'énormes potentialités, surtout au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Avec la mise en œuvre du PNADT, cette région pourra connaître un développement fulgurant. La région de Saint-Louis qui nous accueille aujourd'hui, à l'instar de la quasi-totalité des régions du Sénégal, dispose d'une économie essentiellement du secteur primaire, avec l'agriculture qui joue un rôle crucial dans l'économie de la région, mais également la pêche. Nous savons que c'est une région quand même de pêche. La pêche se développe beaucoup. Le tourisme également constitue un secteur dynamique et très porteur pour l'économie régionale. La région est une destination privilégiée pour le tourisme de vision à travers les réserves et parcs. Je pense à Djoudj, je pense à Gumbel. Cependant, certains maires soulèvent des inquiétudes. Mbane est une commune très vaste, mais aujourd'hui nous avons des inquiétudes liées au découpage. Actuellement, nous perdons beaucoup de recettes à cause de ces découpages. Mais de l'avis du gouverneur de Saint-Louis, le PNADT apportera des réponses à ces inquiétudes. Nous rencontrons beaucoup de difficultés par rapport à l'aménagement du territoire, notamment des litiges fonciers. Les outils qui ont été présentés constituent aujourd'hui en tout cas un soulagement pour nous, parce que dans le cadre de la mise en œuvre de ces outils et de leur appropriation par les acteurs, nous pouvons en tout cas relever le défi de réduire
les conflits fonciers au niveau de la région de Saint-Louis. Nous, en tant qu'acteurs, il nous revient en tout cas de nous approprier donc, ces outils pour qu'ensemble, qu'on puisse vraiment régler de manière définitive donc, cette question en tout cas de conflit foncier au niveau de la région de Saint-Louis. La région de Saint-Louis est organisée en 3 départements. Elle compte 41 collectivités territoriales. Kolda célèbre la semaine de lutte contre le VIH-Sida. Plusieurs activités des séances de dépistage, des caravanes de sensibilisation dans toutes les localités de la région. L'objectif principal est de renverser le taux de contamination encore élevé chez les femmes. Danielle Bassen-Fay est la directrice du Centre départemental d'assistance et formation pour les femmes, CEDAF. Elle répond à notre correspondant Seydou Diatta. Donc la sobriété est contextuelle. Nous sommes en période de pandémie, Covid-19. Quand même, on tenait à marquer le début de la semaine Femmes SIDA, qui est une activité du ministère de la Femme, Famille, Genre et de la protection de l'enfant. Et vraiment montrer notre engagement, vous voyez. Et la pandémie, comme on le dit actuellement, se féminise. Et les femmes sont conscientes que Kolda est parmi les régions donc les plus touchées, mais aussi qu'elles doivent être dans la lutte. Donc, comme vous le voyez, les femmes, les jeunes s'engagent et veulent vraiment s'impliquer dans cette lutte. Actuellement, un peu partout dans la région, les femmes ont pris à bras le corps le combat. Durant toute la semaine et mobilise aussi, surtout pour les dépistages. Parce qu'on veut faire la promotion du dépistage, encourager le maximum possible les gens à se faire dépister, que tout le monde mette la main à la pâte pour que Kolda ne reste plus rouge. Sans la santé, il ne peut pas y avoir de développement ni d'émergence. On encourage tout le monde à se battre pour le développement de la région de Kolda et du Sénégal. Et l'accès des femmes à l'information, un colloque organisé à Sali a réuni des représentants de 12 pays africains. Une rencontre à l'initiative du ministère de la Justice et de l'Institut Panos, Muntaga Khan pour le compte-rendu. La dimension genre ne doit pas être occultée par l'éventuel projet de loi sur l'accès à l'information. Donc les deux choses, avoir une information sur les femmes et permettre l'accès à l'information des femmes. C'est un objectif, l'accès à l'information qui est poursuivi par le gouvernement du Sénégal. Et donc nous avons bon espoir que les processus actuels pour l'adoption d'une loi sur l'accès à l'information prendront très sérieusement en compte la dimension genre. Pour elles, les femmes sont les plus touchées par les impacts du Covid. Par ailleurs, les conséquences de la crise sanitaire vont être économiques, elles vont être sociales. Ces conséquences, elles se font déjà sentir. Et on sait que ce sont les femmes qui sont les plus touchées par ces conséquences. Que les femmes soient touchées, c'est une injustice, c'est une égalité, mais ça concerne tout le monde. Mamadou Saliou Sow, le secrétaire chargé de la bonne gouvernance, déclare avoir pris bonne note. Aujourd'hui, nous avons été invités par l'Institut Panos qui, en réalité, souhaite que dans le cadre de la préparation et de l'élaboration de cet avant-projet, on tienne en compte de l'aspect genre. C'est très important. Nous avons entendu les recommandations, les suggestions de l'Institut Panos et que nous allons essayer de mettre en œuvre. Ça coule de source que l'accès à l'information est un droit pour tout citoyen, quel que soit son genre. Mais là où le bas blesse, ce n'est pas le vote de loi, mais son application. Et justement, Muntaga Khan, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, estime que le projet de loi sur l'accès à l'information est une grande avancée démocratique. Selon Mamadou Saliou Sow, le citoyen pourra alors exiger des informations devant les pouvoirs publics ou porter une affaire devant les tribunaux. On l'écoute. Il est important de rappeler que cet avant-projet de l'accès à l'information, c'est un droit fondamental parce que, comme je l'ai tout le temps dit, c'est un droit qui est garanti non seulement par notre Constitution, mais qui est garanti aussi par les instruments
sous-régionaux et internationaux auxquels le Sénégal a adhéré. Deuxièmement, ce qui est important de dire, c'est qu'avec cette loi, on permet à tout citoyen de saisir toute administration pour obtenir des informations relatives à la gestion des affaires publiques. Troisièmement, avec cet avant-projet de loi, en tout cas si cette loi est votée, le citoyen aura la possibilité non seulement d'obtenir les informations, mais si tel n'est pas le cas, il a la possibilité d'avoir des recours pour avoir gain de cause. Donc c'est pour vous dire tout simplement que c'est une loi de portée générale. Parce que, comme je l'ai rappelé tantôt, le Sénégal a des dispositions spécifiques, notamment au niveau des collectivités territoriales, qui permettent aux citoyens de saisir le maire ou le président du conseil départemental pour obtenir des informations. Quand on regarde au niveau de l'État, aujourd'hui, tout citoyen a la possibilité de saisir, par exemple, le ministère du budget pour obtenir des informations financières. Et dans le reste de l'actualité, le mouvement Jeunesse Action de Guédiawaye invite l'État à revoir le système éducatif national, à commencer par la langue d'apprentissage. Ses membres ont également proposé des solutions face à l'immigration clandestine. Les détails avec Mamadou Lamine Fati. Investir sur l'éducation des enfants, c'est assurer leur avenir. Un credo porté en bandoulière par le mouvement Jeunesse Action pour le développement à Guédiawaye. À leurs parents, d'accompagner leurs enfants, d'investir sur l'avenir de leurs enfants. Parce que l'enfant, c'est l'avenir de demain. Et surtout, il ne faut pas perdre espoir. L'espoir est permis, l'espoir est là. Il faut toujours essayer, toujours trouver les moyens nécessaires. Si vous, effectivement, vous n'avez pas l'occasion ou bien vous n'avez pas les moyens pour poursuivre ou bien faire des études, il faut faire tout pour que votre enfant fasse des études, pour qu'au moins qu'il participe au développement de notre pays, au développement du Sénégal. La vague de l'immigration clandestine des jeunes doit pousser l'État à revoir sa politique de jeunesse. C'est la conviction du président du mouvement JAD. À cette jeunesse-là, je répète que l'espoir est permis. Il faut toujours rester dans ce pays-là et travailler pour l'Afrique, surtout le Sénégal. Le Sénégal a besoin de ses bras. Le Sénégal a besoin de ses jeunes. 70% de la population sont des jeunes. Donc, ce n'est pas négligeable. L'Europe fait tout, effectivement, pour nous accueillir, mais l'Europe n'a pas besoin de tout le monde. Nous avons besoin de nos bras pour développer notre pays dans l'agriculture, dans les industries et dans tous les domaines qui va asseoir aujourd'hui notre développement pour aller vers l'émergence tant voulu par le président de la République, Macky Sall. Accompagner les enfants, les jeunes et les parents dans l'éducation, un objectif du mouvement Éducation Jeunesse pour le développement à Guédiawaye, qui appelle l'État à revoir sa politique de jeunesse. On l'appelle la nouvelle ville Diamniadio, le pôle urbain qui se développe à une vitesse fulgurante. Ses populations, ses activités locales, Diamniadio, le nouvel Eldorado, point d'interrogation. C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro de votre rubrique hebdomadaire découverte. Celle-ci est signée Babacar Seck. Diamniadio traverse en paix en Serer Sine est né grâce à l'activité de commerce qui s'y pratiquait. Ce carrefour, connu à l'échelle de la sous-région, a commencé sa mutation dans les années 40. Mais mun naa la wax ne ñun ñoo fi nekkoon te ñi fi daan jaay ci jamono yooyu bu njëkk ba bi ma la waxee waa entreprise ñëw di defal tali yi dem. C'est nous qui étions là avant que les routes de Thiès et de Mbour ne soient construites. C'est une dame qui s'appelle Max Sega qui était la première à vendre ici, ainsi que Fatim Ndiémi. En ce moment, la gare n'existait pas. Elles étaient ces filifili et vendaient des fruits et légumes. C'est elles qui ont initié la vente au carrefour avec les touristes qui s'arrêtaient pour acheter. C'est parti de là. ci angal bi tubaab bi bés samedi la ñu daan ñëw wala dimanche waaw nit ñi nag di leen fekk si bi mu nekk tey Diamniadio. C'est en 2002 que la commune de Diamniadio a été créée avec la densité de la population et l'urbanisation. bi ñu demee ba 97 nun ñi man Moussa Ndione En 1997, c'est moi-même ainsi que Moussa Ndiour et Amdou Gueye qui avons demandé
à ce que Diamniadio soit érigé en commune. Et c'est au mois de février 2002 que le décret a été signé. Ensuite, j'ai délimité Diamniadio. 2002, c'est la délimitée commune de Diamniadio. Diamniadio et ses étals de fruits de part et d'autre de la route nationale sont indissociables. Cette activité est la chose gardée des femmes. kaw tali bi lu tax ñu taamu ko mooy client yi dañ koy soxla waaw da nga gis ku jóge ba këram jóge Tëngéej ba Nous avons choisi de vendre sur la route nationale parce qu'il y a plus de clients. Ils viennent de partout. Tout à l'heure, j'ai eu un client qui venait de Rufisque parce que les prix sont plus attractifs ici à Diamniadio. Ceux qui vont dans les régions trouvent plus simple d'acheter leurs fruits ici au lieu d'aller à Sandika ou Sandiniéry. wala Sandiniéry wala yi nga naa xaaral ma dem ba Diamniadio boo jaaree ci kaw tali bi jigéen ñaa ngi jaay foofu. La commune de Diamniadio, c'est aussi les quartiers périphériques comme Deni Malick Gueye et Dougar où l'accès n'est pas aisé. Juste qu'on est fatigué avec une mauvaise route, très mauvais, on est fatigué, surtout l'hivernage. C'est l'eau qui coule ici, l'eau qui sort à Diamniadio, c'est l'eau là qui coule sur la route de Dougar. Tout ce qu'on travaille, on répare. On change chaque fois, chaque semaine, on change des organes, chaque semaine. À Diamniadio se trouve le pôle urbain où des infrastructures d'envergure et de dernière génération sont en train d'être érigées. Cependant, les populations de la commune ont l'impression d'un Diamniadio à deux vitesses. Nous nous sommes dit que c'était l'occasion pour Diamniadio véritablement de bénéficier de la mise en place de certaines infrastructures de Diamniadio commune. Je parle de Diamniadio commune parce que vous avez le sentiment qu'il y a un Diamniadio à double vitesse. Vous avez le sentiment qu'il y a deux Diamniadio parce que vous allez voir des stades qui sont au niveau du pôle urbain. Vous allez voir des infrastructures de dernière génération. Il y a la gare des gros porteurs, il y a le marché d'entrée national, il y a le centre de conférence Abdou Diouf, il y a le Dakar Arena, il y a le stade olympique, il y a les sphères ministérielles. Alors qu'à cheval du pôle urbain, à Diamniadio commune, vous n'allez pas avoir une infrastructure de dernière génération. Les nombreux chantiers du pôle urbain doivent être pourvoyeurs d'emplois pour les jeunes du département de Rufisque, mais ce n'est pas le cas, ce que déplore la jeunesse. Mais jusqu'à présent, il y a une question fondamentale qui n'est toujours pas réglée, c'est la question de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes de Diamniadio qui ont une formation, qui sont par exemple des ferrailleurs. Si vous prenez l'exemple de la mise en place ou bien de la construction de l'estade olympique qui a été lancé par le président de la République, il y a les développeurs comme Souma qui sont en train de réaliser le stade. Mais vous allez voir qu'il y a des jeunes de Diamniadio qui se lèvent chaque jour à 5 h du matin jusqu'à peut-être 15 h, 16 h et qui n'arrivent pas véritablement à intégrer ces chantiers-là. Alors que ce sont des ferrailleurs, ce sont des coffreurs, ce sont des maçons. Parfois, ce sont des chefs d'équipe, des chefs de chantier qui ont une bonne formation, mais qui aujourd'hui, on préfère d'autres jeunes, peut-être parce que ces jeunes-là ont peut-être d'autres personnes qui les recommandent, alors qu'à Diamniadio, peut-être ces jeunes-là n'ont pas de personnes qui les recommandent. Alors que le principe de l'égal accès aux emplois devrait être de mise. Les retombées du pôle urbain de Diamniadio devraient véritablement servir aux jeunes de Diamniadio et du département avant de servir à un autre jeune. La commune de Diamniadio voit sa population s'accroître de jour en jour. Malgré les efforts de la mairie dans plusieurs domaines, beaucoup reste à faire. Les autorités communales lancent un appel à l'État. Compte tenu de l'importance que revêt aujourd'hui Diamniadio, que nous puisse nous accompagner. Je crois que cela est tout à fait normal et logique. Diamniadio va devenir certainement d'ici quelques années une très grande ville, une ville importante, avec tout ce qu'il reçoit comme population. Et donc, avec l'extension vraiment incessante des quartiers, n'est-ce pas? Donc, je crois que sous ce rapport, il y a lieu de signaler ça et de lancer un plaidoyer au niveau de l'État pour que véritablement on puisse nous accompagner au niveau de l'éclairage public comme au niveau du réseau hydraulique. Diamniadio reste une des zones les plus convoitées du département de Rufisque avec des assiettes foncières presque inexistantes. À cela s'ajoute le développement fulgurant du pôle urbain qui risque d'avoir un impact négatif sur la commune.
Merci beaucoup, Babacar Seck. Un nouveau numéro mercredi prochain sur ITV. Mais avant quand même de vous quitter, retenez cette information sur la présidentielle au Ghana. Le président sortant, Nana Akufo-Addo, a été réélu avec 51,59% des voix. L'annonce a été faite par la commission électorale et notez également que ces élections générales se sont déroulées sans heurts. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Cheikh Hassan Afal revient pour la suite de la Total Bloc d'information. Et à 21h45, vous aurez votre émission Dari et qui sera présentée par Babanjai et Aïssata Ndiaye. Au revoir.